Bonjour. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui étaient là hier soir. Alors, pour ceux qui n'y étaient pas, je me présente. Je suis Suzanne Sauvage, la présidente et chef de direction du musée McCord. Alors, bienvenue au musée et bienvenue surtout au colloque à la recherche du savoir, nouveaux échanges sur les collections du musée McCord. Alors, nous sommes très heureux de présenter cet événement dans le cadre de notre collaboration au programme de recherche de l'Université du Québec à Montréal, programme qui s'intitule « Montréal, plaque tournante des échanges, histoire, patrimoine et devenir ». Alors, vous le savez sans doute, ce colloque réunit de très nombreux chercheurs dont le travail a porté sur nos riches collections. Aujourd'hui et demain, ils viendront partager avec vous le fruit de leur découverte avec leurs collègues, les conservateurs et le personnel du musée, ainsi qu'avec un plus large public intéressé par Montréal et son important rôle dans l'histoire du Canada. This initiative aims to open a dialogue on new territories of research and spur discussion to increase knowledge about the museum's collection, which represent one of the largest sources of documentation and original artifacts in Canada for historical research. This event will also present the results of recent research on illustrating some of the new ways that the McCord Museum historical collections are being studied. This colloquium is yet another example of our commitment to research and to the dissemination of our collections. One of our priorities is to increase knowledge about our collection and foster dialogue with the research community in order to widely promote the history of Montreal. C'est aussi dans cette perspective que vous êtes invités aujourd'hui, en fin d'après-midi, en fait, à visiter nos réserves avec nos conservateurs et aussi nos expositions permanentes et aussi à participer à des séances de discussion. En terminant, j'aimerais souligner que le programme de recherche Montréal, plaque tournante des échanges, Histoire, patrimoine et devenir bénéficie de l'appui financier d'une subvention de partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, que nous remercions chaleureusement. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes rencontres et un bon colloque 2013, et je passe maintenant la parole à Mme Joanne Burgess. Merci, Madame Sauvage. Bonjour, good morning. Moi aussi, je vais reprendre quelques éléments de Après la mise en scène, je vais reprendre donc quelques éléments de ma présentation d'hier soir. C'est avec grand plaisir que l'équipe de recherche en partenariat Montréal, plaque tournante des échanges, histoire, patrimoine, devenir s'associe au musée McCord dans l'organisation de la rencontre scientifique à laquelle nous participons ces jours-ci. Permettez-moi de prendre quelques instants pour vous présenter l'équipe de recherche que je dirige. Ce partenariat réunit des chercheurs universitaires et des partenaires des milieux de la culture et du patrimoine afin d'explorer l'histoire et le patrimoine de Montréal. Grâce à une généreuse subvention du CRSH, nous avons entrepris un programme de recherche sur 5 ans, qui se terminera en 2017, visant à comprendre Montréal dans son rôle historique exceptionnel de plaque tournante des échanges, que ce soit des biens, des personnes ou des savoirs. Our project examines the economic, cultural, and social forces which shaped the city's history and its relationships to the wider world, contributed to its rich cultural heritage, and continue to fashion its identity today. The McCord Museum is a key partner in this project for a number of reasons: its wonderful collections, its exceptional curators, and its expertise in bringing Montreal's history to life in its exhibitions and its online exhibits and tools. Avant de prendre mon rôle de président de cette séance, première séance de la journée, j'aimerais remercier les autres membres du comité scientifique, Mesdames Cynthia Cooper et Céline Widmer du musée McCord et ma collègue Natasha Zwarich de l'UQAM. J'aimerais aussi souligner le soutien logistique exceptionnel de Mesdames Marion Beaulieu et Aurélie Brulet. Je prends maintenant mon chapeau de présidente de cette première séance de la journée et j'ai vraiment le plaisir de vous présenter M. Jacques Mathieu. C'est pour moi un très grand privilège de vous présenter notre conférencier invité, M. Jacques Mathieu, professeur émérite de l'Université Laval. Les quelques mots que je prononcerai ne pourront qu'esquisser ses nombreuses réalisations, comme professeur, comme chercheur, comme administrateur respecté et comme historien profondément engagé dans la société québécoise. La carrière de Jacques Mathieu commence à l'Université Laval, où il obtient un diplôme d'études supérieures en histoire en 1968.
Après avoir complété un certificat en archivistique aux Archives nationales de Paris en 1970, il intègre le département d'histoire de l'Université Laval à titre de professeur, puis complète son doctorat en 1975. Il est agréé la même année et titularisé en 1980. En juin 2008, le professeur Jacques Mathieu entreprend une retraite active, poursuivant ses travaux d'historien et d'administrateur. Comme professeur, Jacques Mathieu a su guider et inspirer des générations d'historiens et d'archivistes. Sa pratique professorale se distingue par son caractère multidisciplinaire aux 3 cycles d'études. Il contribue à la création d'un programme de baccalauréat en sciences historiques qui réunit toutes les disciplines du département d'histoire, un programme unique au Québec. Sa contribution à la formation de la relève, ou plutôt, faudrait-il dire, de plusieurs relèves, est remarquable. Il a dirigé ou co-dirigé 58 thèses de maîtrise ou de doctorat, dont les toutes premières thèses de doctorat en archivistique au Québec. Chercheur rigoureux et novateur, Jacques Mathieu est auteur d'une vingtaine de livres, souvent considérés comme des ouvrages de référence incontournables, d'une 60aine d'articles et de plus de 25 communications. Il a contribué de façon remarquable à l'avancement et au partage des connaissances dans plusieurs champs. Signalons par exemple sa thèse de doctorat sur le commerce entre la Nouvelle-France et les Antilles au 18e siècle et sa grande synthèse « La Nouvelle-France, les Français en Amérique du Nord, 16e-18e siècle ». Il a publié d'autres ouvrages en collaboration sur l'occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent, sur les métiers du bois et du cuir et sur les mémoires québécoises, une recherche qui a donné lieu à l'exposition inaugurale et permanente au Musée de la civilisation de Québec. Sa contribution à la recherche a été récompensée à maintes reprises. Ses collègues de l'Université Laval reconnaissent en Jacques Mathieu un homme doté d'une rare capacité à conjuguer tâches intellectuelles et responsabilités administratives. Il a en effet assumé un très large éventail de fonctions et de responsabilités au sein de l'Université Laval, comme dans la société civile. Ainsi, il a dirigé d'importants centres de recherche, le CELAT et la CEFAN, pendant plus de 10 ans, a présidé le regroupement des centres de recherche sur la civilisation canadienne-française, exercé 2 mandats à la direction d'une grande faculté et dirigé 3 départements différents. Il a fait profiter de son expertise des organismes d'histoire, dont l'Institut d'histoire de l'Amérique française, d'archivistique, de patrimoine et de musée. J'aimerais terminer avec une remarque toute personnelle. L'itinéraire professionnel de Jacques Mathieu constitue, à mon avis, un modèle pour d'autres historiens et historiennes qui cherchent à conjuguer la recherche scientifique et la collaboration avec les institutions patrimoniales et muséales. Je suis très heureuse qu'il ait accepté notre invitation à prononcer cette conférence liminaire. Monsieur Mathieu. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Joanne, merci beaucoup. Je n'étais pas inquiet avant ta présentation, mais maintenant, je le suis un peu, je t'avoue. Là. Je dois dire que j'ai été honoré par cette invitation. Ça représente également un énorme défi, tellement je trouve qu'il y a de différences et de ressemblances entre ce que j'appelle le savoir-faire du muséologue et le faire-savoir du chercheur. Je ne suis pas un expert de musée, je ne suis pas un expert de l'objet, mais je vous dirais que j'aurais pu être craintif suite aux remarquables présentations d'hier soir, mais j'étais plutôt rassuré parce que j'y ai vu une convergence de vues et une convergence de perception. Vous avez, qui vous est présenté, le plan de ma présentation. D'abord, quelques éléments de référence. 2 plus importants. J'ai publié, il y a maintenant plus de 25 ans, un article, « L'objet et ses contextes », qui est encore utilisé dans l'enseignement. Vous n'avez qu'à taper sur Google « L'objet et ses contextes » et vous allez en trouver un certain nombre de versions. La deuxième, je dois rappeler que j'ai collaboré avec le musée McCord il y a près d'une 30aine d'années, ce qui m'a permis d'avoir une présentation détaillée des collections du musée à ce moment-là, ce que j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai essayé de mettre mes connaissances à jour, notamment en regardant le site Internet du musée et la quantité d'informations qu'il nous livre, et aussi, évidemment, par quelques lectures. C'est toutefois la lecture d'un ouvrage qui a inspiré directement le titre de ma communication.
le journal intime d'un arbre que j'ai trouvé à Paris, c'est tout récent. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai reçu l'invitation de Joanne et j'ai décidé de le retenir parce que le journal intime d'un arbre, l'auteur se met dans la peau de l'arbre et dans la peau de ses vies et de ses vies multiséculaires. C'est 300 ans de vie et on voit un arbre qui est comme animé de vie, qui est doté de mémoire et qui raconte son histoire. C'est un peu, en quelque sorte, ces voix venant des voûtes, même si les voûtes-là sont d'ordre naturel et sur la surface de la Terre. Mes réflexions ne comportent pas de retenue. On est à la recherche de nouveaux savoirs. Chacun fait son profit de ce que ma présentation peut lui apporter. Je veux simplement présenter donc quelques démarches de recherche en m'attachant d'abord à l'objet de musée et ensuite, dans une deuxième partie, en jetant un œil sur les différents regards portés sur l'objet. Mon premier point, privilégier l'objet, c'est évidemment le titre de ce livre là, que je vais laisser là-bas tout à l'heure, ceux qui voudront le regarder pendant la pause, qui m'a le plus influencé. Et sous deux angles principaux. D'abord, celui des rappels personnels à l'objet. J'insiste beaucoup pour signaler que l'objet qu'on trouve dans un musée, on le trouve pour des raisons affectives, pour des raisons émotives, parce qu'il repose sur des sensibilités. C'est passablement différent de la vision qu'on a habituellement des archives, où on présente les archives comme une mémoire organique et consignée d'un organisme. C'est donc le versement périodique de tous les procès-verbaux que font tous les comités, et ça reflète la vie de l'organisation, mais ça reflète une vie rationalisée, alors que l'objet, lui, est davantage inspiré par des aspects sensibles. Et je vais me servir d'un exemple et d'une question pour essayer de clarifier cette position. Dans un cours, les étudiants étaient invités à identifier un objet historique qu'ils chérissaient. Alors, l'un d'eux a fait état de la montre de son arrière-grand-père. Cette montre-là lui avait été donnée par sa grand-mère, personnellement, de main à main, avec un message, à savoir que son arrière-grand-père était le maître horloger du village et il avait un tel pouvoir et un tel renom que c'est même lui qui disait au curé quand sonnait l'Angélus. Et donc, on voit que cet objet a été transmis avec toutes les valeurs symboliques qu'il représentait pour les personnes. Ma question maintenant s'adresse à chacun de vous, personnellement. Mais vous pouvez garder la réponse pour vous. Quel est l'objet auquel vous tenez le plus? Autrement dit, quel est l'objet dont vous voudriez le moins vous départir? Si maintenant vous l'avez identifié, je pense être assez persuadé que ce que vous avez retenu, c'est un objet qui répond à des motifs affectifs et sensibles. Je pense que c'est là une caractéristique absolument primordiale de l'objet. C'est un élément essentiel de sa définition. J'en tire une première conclusion que les muséologues connaissent déjà, mais que je le formule d'une autre façon. Il est capital de documenter l'objet, de reconstituer en quelque sorte son itinéraire de vie au moment de son entrée dans le musée, en vue de son utilisation, aux fins d'exposition, de recherche ou d'activité culturelle. Et si j'ai privilégié l'objet, c'est parce que dans mon esprit, dans ma vision, pas dans mon esprit, dans ma perception, ça correspond à une tendance sociale. C'est le deuxième point. Et je pense qu'avec les mots que j'ai entendus hier sur la biographie des objets ou la vie des objets, je pense qu'on se rejoint là-dessus. D'abord, au niveau des publications.
Bon, c'est sûr que je me suis plutôt attardé à l'époque de la conquête récemment, mais on a vu un Marcel Fournier, généalogiste, publier la liste des 6000 militaires français qui sont venus à Québec. On a vu Jean-Yves Bronze aussi avec le cimetière des héros. Et je dirais récemment, j'ai publié au mois d'avril avec Sophie Imbeau un livre intitulé « La guerre des Canadiens ». Parce que, je vous dirais, j'étais tanné qu'on appelle ça la guerre entre les Français puis les Anglais, quand 40 des morts sont des Canadiens. Et puis, je me suis beaucoup intéressé aussi, surtout, à la vie civile durant cette période-là. Et un autre qui vient tout juste d'être publié il y a 15 jours, sous la direction de Denis Vaugeois, qui s'intitule « Vivre la conquête » et qui est une série de 25 biographies. C'est le tome 1. Le tome 2 paraîtra sans doute d'ici quelques mois. Donc, on voit que l'importance des individus est très grande. Et je vais utiliser d'autres exemples. Au 18e siècle, par exemple, les soldats, les militaires qui meurent sur le champ de bataille sont inhumés dans une fosse commune de façon anonyme sur ce champ de bataille. Au milieu du 19e siècle, on commence à reconnaître, à leur donner une certaine reconnaissance. Les morts de la guerre de Crimée, de la guerre de Sécession, sont regroupés dans des cimetières spécifiques. Au 20e siècle, ils sont aussi regroupés dans des cimetières spécifiques, mais avec une plaque individuelle d'identification. Et puis, au 21e siècle, les corps sont rapatriés dans le pays, dans leur localité et inhumés avec les honneurs de la guerre. On voit donc qu'il y a eu une évolution sociale extrêmement considérable par rapport à ça. Mais ça n'est pas le seul lieu où ça s'est produit. Pensez à tout ce que l'on a entendu cet été sur la commémoration des filles du roi. Ce n'est pas le groupe des filles du roi qu'on a commémoré. Ce sont les 36 personnages dont on a reconstitué l'itinéraire de vie individuel. Et cette tendance-là, on peut l'observer à d'autres endroits. Je pense à Montréal, doit fonctionner encore le projet Passe-Mémoire avec les Archives nationales du Québec, où des personnes en fin de vie sont invitées à faire un bilan de vie ou à faire un résumé de ce qu'ils ont voulu, de leurs valeurs, de ce qu'ils ont voulu transmettre à leurs proches. Il y a exactement la même chose à la maison Michel Sarrazin, maison de soins palliatifs Michel Sarrazin à Québec, et ça donne un degré de satisfaction au-delà de 80 % dans les deux cas. C'est à tel point aussi qu'il est en voie de se former une association internationale d'histoire de vie. Et puis, on peut prendre un autre exemple tout à fait différent, l'évolution des médias. Il y a 20 ans, on parlait des masses médias. Après coup, sont apparues les chaînes spécialisées. Et puis aujourd'hui, vous savez comme moi, les pratiques sont personnalisées. Chacun peut regarder ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Donc, il y a, je pense, là-dedans, une tendance sociale où, disons, après l'histoire, à côté de l'histoire événementielle centrée sur les grands événements, les grands personnages, à côté de l'histoire sociale centrée sur la représentativité, on a un autre courant qui combine le représentatif et l'exceptionnel. Il valorise la personne, il valorise l'individu, et je dirais, dans une voie parallèle, il valorise l'objet plus que la collection. Mais là, je mets tout de suite une sourdine, là. Ça ne veut pas dire que la collection n'est pas importante. Loin de là, on verra un peu plus loin jusqu'à quel point elle est significative. Le point suivant, l'objet au musée, les questions que j'ai posées. Et puis, dans le fond, vous voyez ce qui arrive avec l'âge et avec le temps. J'ai inversé l'ordre des questions. J'ai commencé par « À qui doit-on la présence de l'objet dans un musée? » Question simple, réponse multiple. La question de l'identité du donateur devient complexe, primordiale dans la reconstitution de l'itinéraire de vie d'un objet. Bon, ça peut être un don personnel du propriétaire ou du légataire, et on réussit à identifier le donateur et les motifs du donateur.
Joanne Burgess m'a raconté comment elle avait trouvé que certaines personnes avaient légué leur robe de mariée à un moment donné. Et ça a été une découverte un petit peu tardive, j'ai l'impression. Mais ça pose toute la question de l'information qui a été retenue, qui est disponible et qui est rendue accessible. Dans d'autres cas, ce sont des dons de collectionneurs au musée. Dans ces cas, habituellement, il s'agit d'un objectif sciemment poursuivi par le collectionneur. Dans d'autres cas, ce sont les sensibilités et les choix. Je pense que la question des collections inuites, par exemple, reflète une intention d'un collectionneur de constituer une réserve d'informations sur ces personnes-là. Mais dans tous les cas, il est très important d'aller au-delà du collectionneur ou de connaître ce que le collectionneur a fait, connaître ses motivations, connaître ses relations, connaître les raisons d'acquisition d'un objet. Et dans ça, il y a un mélange de motifs assez considérable. Je vous dirais un arrière-arrière-petit-fils d'un militaire décédé sur les plaines d'Abraham, a cédé la veste de ce personnage-là parce que ça ne représentait plus rien de significatif dans ses valeurs, mais ça avait une valeur marchande significative. Donc, des raisons très, très variables. Dans d'autres cas, pensons à des meubles qui ont été trouvés dans des sous-sols, dans des hangars, dans des granges, qui sont acquis par des musées, parce que même s'ils ne sont plus fonctionnels, on estime qu'ils sont représentatifs d'un certain nombre de valeurs. Et il y a évidemment, malgré tout, les motifs de sensibilité de ces collectionneurs. Mais il y en a un que je voudrais faire ressortir un peu plus, c'est l'effet d'un travail scientifique. Et ça, pour moi, là, ça rejoint l'intérêt et l'importance de ce colloque. Il y a quelques années, j'étais coprésident d'un groupe qui était le Laboratoire d'ethnologie urbaine à Québec, et on a étudié divers sujets, dont la Dominion Corset. Et je vous dirais que c'est nous là, qui avons sauvé un certain nombre d'outils, de moulins à coudre, et puis d'archives qui étaient depuis 10 ans dans le sous-sol d'un édifice désaffecté et inoccupé. Bien, je vous dirais que 3 mois après qu'ils ont été récupérés, il fallait utiliser des gants pour consulter les photographies ou les documents que l'on avait sauvegardés. Mais ça montre que des objets en viennent à acquérir une importance symbolique significative. Et ceci, je fais une toute petite parenthèse, pose tout le problème de l'instrumentation scientifique des universités dans le contexte actuel. Je ne sais pas comment ça fonctionne à Montréal. À tout le moins, vous avez un centre des sciences, parce qu'on n'a pas à Québec. Mais tout ce qui concerne la mémoire du savoir, la mémoire de son évolution, la mémoire de ses usages, je regrette, mais dans les universités, ça n'est pas conservé. J'ai été en génie civil et j'ai été en pharmacie et je vois des ordonnanciers, des piluliers, des mortiers, les ordonnanciers du 19e siècle. En génie civil, tous les travaux d'infrastructure des municipalités à l'époque où il n'y avait pas de collusion. Et ça fait des dizaines de classeurs qui sont remplis, mais les archives ou les universités ne veulent pas s'occuper de ça ou ne peuvent pas s'occuper de ça parce que je suis bien conscient du contexte financier qui les accapare et qui nous accapare. Ça n'en reste pas moins un enjeu de société pour moi assez important et un questionnement majeur. Ma deuxième question, à quoi doit-on la présence de l'objet dans un musée? Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'objet d'un musée n'est pas un simple bel objet d'artisanat comme on peut en trouver dans quantité de boutiques de grand calibre. Il a été sélectionné pour des raisons personnelles, historiques, culturelles, sociales, esthétiques. En somme, je dirais pour ses valeurs représentatives ou symboliques. Et une des facettes de l'action des collectionneurs, c'est l'aspect découverte. Il réunit des objets matériels sur des thèmes qui le passionnent. Il y a dans sa démarche une volonté de recherche qui repose autant parfois sur des motifs de raison
que des motifs de sensibilité. Mais l'aspect découverte offre une perspective fascinante dans l'espace et dans le temps pour les expositions, pour les activités culturelles, puis j'y reviendrai un peu, pour la recherche. J'ai trouvé, par exemple, en passant, en consultant le site, comment toutes les activités culturelles mettaient à profit cet aspect de découverte, puis ils pourraient aller plus loin encore, là. Moi, si j'étais dans les activités culturelles, j'inviterais Piquet-Souben à venir nous démontrer ce qu'est un patin du 19e siècle, puis ce qu'il est aujourd'hui. Là. Je pense que vous auriez une affluence qui ne se démentirait pas. Troisième question. Comment et pourquoi l'objet a-t-il été acquis? Je passe rapidement. Sont des valeurs personnelles, des souvenirs affectifs, des valeurs fonctionnelles, hein, à quoi ça servait, et ça a acquis une valeur symbolique. Et ce sont des valeurs individuelles qui, finalement, en viennent à avoir une valeur collective. Conclusion de cette première partie, l'importance primordiale de documenter l'objet au moment de son acquisition, au moment de son intégration au musée. C'est une opération fondamentale pour faire en sorte que les savoir-faire contribuent aux objectifs du faire savoir. Et je dirais ces deux objectifs-là sont maintenant présents dans les musées, et notamment au McCord. On a pu le voir très clairement par le discours de la présidente et par les présentations d'hier. Troisième point, les rapports à l'objet. Repérer et connaître l'objet de musée, il faut voir que dans la mesure où c'est beaucoup le fruit de collection, parfois le collectionnement en dit davantage sur la période de collection que sur l'objet initial. Et donc, il faut tenter d'aller au-delà du contexte initial de collectionnement. C'est aussi dans la formule métaphorique utilisée, hein, des voix venant des voûtes. Je trouve que la formule était tout à fait intéressante. Les systèmes de classification des objets peuvent difficilement rejoindre l'éventail des problématiques de recherche. J'avais dégagé toute une série d'exemples pour vous montrer comment un objet peut être classé dans un endroit puis servir à autre chose, mais je pense que la démonstration d'hier sur porter son identité et le rôle du vêtement qui répond à un besoin primaire, se vêtir, donc assurer de ne pas avoir trop froid, mais aussi qui correspond à un positionnement dans la société et finalement qui répond à des valeurs d'appartenance et d'engagement très forts et d'engagement identitaire. Donc, ce que je veux montrer, c'est que le vêtement, si on le classe, on dit, bien, ça va être dans la catégorie des vêtements, ou ça va être dans la catégorie ethnologie des éléments amérindiens. Bien, ça ne correspond jamais tout à fait parfaitement. C'est pourquoi je pense qu'il est utile et important de créer pour le chercheur des grilles d'interprétation interactives. Il faut pouvoir identifier aussi bien la valeur primaire, ou l'intérêt premier, l'intérêt second et la philosophie qui invite à agir. J'en donne juste un parce que j'y reviendrai dans un exemple plus tard. Le sous-vêtement féminin, parce que quand on était la dominante corset, c'était ça. Est-ce qu'il doit être relié à des activités de production en usine, avec tout l'éventail de signification des contextes de production, ou s'il doit être relié à la question d'apparence et d'apparence de la femme. Donc, c'est jamais univoque le sens que l'on peut attribuer à l'objet. La grille d'interprétation interactive qu'on avait développée au laboratoire d'ethnologie urbaine, il y avait 3 grands éléments, disons les pratiques culturelles que l'on disait pragmatiques. Satisfaction des besoins primaires, se nourrir, se vêtir, s'abriter, se déplacer, et en même temps les espaces concernés, maison, travail, loisirs, aménagement, circulation. Deuxième, les pratiques culturelles expressives, la langue, l'éducation, la musique, la communication, et enfin les pratiques culturelles symboliques, fêtes, baptêmes, religion, droit de vote, rituels liés au moment de la vie, aux âges de la vie, idéologie,
etc. Cette grille-là est Mme Burgess a les références, et puis Aurélie aussi, là. C'est la grille LEU pour Laboratoire d'ethnologie urbaine. Elle est dans le fond de la ville de Québec. Je pense que c'est l'index Vivre sa ville, puis rétro-vécu, RETREAU vécu. Et ça, à partir d'une autre grille qui avait été élaborée par un autre chercheur qui était très, très considérable, des centaines de références à des éléments culturels, mais là, elles ont été réintégrées dans un système interactif. Et donc, tout l'éventail des contextes de signification peut être dégagé, c'est dans l'objet et ses contextes, hein, dans le temps, l'évolution, dans l'espace, l'environnement, dans les traditions, le geste et ses fonctions, dans l'expression artistique, la forme et le style, dans la société, l'exemplarité et la représentativité. Le point suivant, les variétés les vies de l'objet. Je veux juste présenter quelques façons d'analyser un objet pour tenter d'en dégager le plus de signification possible. J'ai envie de dire pour tenter d'aller chercher ses secrets, les mieux gardés, pour essayer de les rendre visibles. C'est un schéma général. La première version de ce schéma-là a été élaborée lors de l'élaboration du concept d'exposition mémoire au Musée de la Civilisation en 87-88. Et les termes qui caractérisaient ce schéma étaient en bas à gauche, qui, quoi, au lieu de fonction, pardon, je me reprends, c'était personne à gauche, personnage là et personnalité ici. La personne, c'était simple, c'est elle a quelle grandeur, elle a quel poids, elle est de quel sexe, elle a... La fonction, c'est qu'est-ce que cette personne-là fait dans la vie. Et ça amenait à des choses assez différentes. Du genre, on peut avoir davantage de relations avec un historien de Montréal qu'avec notre voisin dans la rue que l'on habite. Donc, le personnage, ses fonctions, ses intérêts, son métier, sa profession. Et en haut, la personnalité. C'est quoi ses valeurs? Ça peut être des valeurs religieuses, ça peut être des valeurs politiques, ça peut être des éléments idéologiques. C'était la première version. Mais il est arrivé que personnage, là, dans sa signification en anglais par rapport à sa signification en français, ça n'allait pas très bien. On a essayé de simplifier, puis notamment par rapport à l'objet, qui, quoi, la fonction ou à quoi ça sert, puis l'intention, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Et il y a d'autres exemples qui pourraient être utilisés. On aurait pu ici parler du matériau. Je pense qu'on a évoqué hier l'aspect physique dans certains cas. Ici, la transformation du matériau et là, la mise en marché. Hein, j'avais en tête, quand j'ai fait ça, les forges de Saint-Maurice. Hein, le fer, puis où on va le chercher, puis c'est quoi la qualité, puis son degré. La transformation avec les hauts fourneaux, puis le degré de transformation, puis jusqu'où on va. Est-ce qu'on fabrique que du fer en barre, ou si on fait des ancres de bateau, ou si on fait des poêles. Et puis, ici, bien, la mise en marché. Donc, on voit que ce schéma-là, il est versatile et peut s'appliquer à plusieurs éléments. Il a été utilisé aussi, puis j'y reviendrai dans une dernière présentation, en archives, où ce que l'on a, c'est l'être, l'agir et le paraître. Donc, c'est un schéma qui est utile et avantageux. Et il a deux caractéristiques, ce schéma. D'une part, il se décompose en d'autres schémas subalternes, secondaires, mais en même temps, il est interactif. Hein, on peut dire qui est quoi, la taille, la grandeur, l'apparence physique, mais cette apparence physique, elle peut être différente selon l'idéologie religieuse que l'on pratique et que l'on met de l'avant.
Bon, il y a un contexte québécois actuel qui nous montre bien la pertinence de ça. Donc, ce n'est pas juste le physique qui va influencer l'idéologique. L'idéologique va pouvoir aussi influencer le physique et va pouvoir aussi influencer l'apparence. Donc, il y a une constante interaction entre tous les éléments. Hein, c'est sûr que il y a 25 ans, on aurait difficilement vu un homme de 40 ans devenir secrétaire dans une entreprise ou secrétaire de la direction dans une entreprise. Alors, donc, tout finalement entre en interaction et tout peut se décomposer. Alors, j'ai choisi un objet du musée, la corne à poudre, et on essaie de voir ce que l'on peut en tirer. Donc, c'est la corne. Physiquement, concrètement, qu'est-ce que c'est? Habituellement, une corne de vache qu'on a évidée. L'objectif ou la fonction, c'est de servir de réserve à poudre et ça fait partie de l'équipement du soldat. Mais il est évident que si le militaire était un grenadier ou un cavalier, qu'il n'y aurait peut-être pas la même chose. Cette corne à poudre, j'attire votre attention sur deux éléments assez particuliers. Ce qui la bouche ici, qui me paraît, je n'ai pas vu l'objet là, concrètement, physiquement, mais qui m'apparaît être en métal et très bien fait. Et puis, la bouche ici, qui me paraît assez sophistiquée, où on voit comme un bouchon qui s'emboîte dans un autre. Et donc, cet objet se décompose. Vous voyez, on a exactement le même élément au centre, mais si on prend la corne, bien, il y a eu le choix de type de corne, à quoi elle sert, et donc l'objectif de mobilité. La réserve de poudre, quantité, qualité, manipulation et l'objectif, le tir réussi. Bien là, ça demande quelques précisions. Quantité, qualité qu'il y a ici, bien, c'est tout le dosage. Et comment se fait le dosage? Est-ce qu'il se fait à l'œil ou s'il se fait avec de petites mesures attachées à la corne à poudre? C'est pourquoi j'avais attiré votre attention sur le bout, là, à l'extrême gauche de la corne à poudre, qui me paraît pouvoir être celui qui recèle le dosage utile pour charger le fusil. Puis c'est très important. Je donne deux exemples. Louis Hébert, en 1606, quand il va à Port-Fortuné avec un personnage qui s'appelle Robert Dupont-Gravé, les Français sont attaqués en pleine nuit, il débarque à toute vitesse et bien sûr, le mousquet de Dupont-Gravé lui éclate dans la face, il perd au moins 3 doigts de la main et presque toute la main et c'est Louis Hébert qui l'aura guéri. Donc, on verra que le dosage de poudre est fondamental pour pas que le fusil éclate, d'une part, mais aussi pour que la balle se rende suffisamment loin. Dans cette... on peut rappeler le 31 juillet 1739, le débarquement des troupes britanniques à Montmorency, où il y a une pluie torrentielle, ce qui fait que la poudre est humide et les fusils ne fonctionnent pas et les Britanniques sont obligés de reculer parce que la poudre a été complètement détrempée. Il y a aussi une question de manipulation, c'est le temps de chargement et la distance. Si on met plus de poudre, est-ce qu'on va pouvoir tirer plus loin? Le Parc Canada, par exemple, a fait une analyse des balles des Britanniques et des balles en français en disant que la balle des Britanniques était plus massive, plus dense, et donc elle pouvait porter plus loin. Et je rappelle, le temps de chargement, c'est en moyenne 30 secondes. Bien là, ceux au bout là-bas, là, et puis comme ça ne tire pas très loin, les troupes s'affrontent à 40 pas de distance, 120 pieds. Donc, lui, là-bas, là, il est à 120 pieds, mais moi, je suis en train de charger mon fusil. Il dit, attends un peu, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se jeter à terre, puis là, on va briser tous les rangs. Bien, c'était une des explications, quand même, qu'on a données de la bataille des Plaines. Donc, le temps de chargement, la distance, c'est quantité de poudre, type de balle. Donc, c'est ce que nous dit un peu
cet aspect-là. Et puis, bon, là, ce triangle-là, on peut aussi le décomposer très considérablement. D'abord, on dit le choix, mais c'est lié également à la fabrication. Est-ce que c'est une fabrication maison ou une fabrication par l'État? Les miliciens canadiens, à l'époque de la guerre de la conquête, ben, c'était une fabrication artisanale. C'était un bouchon de bois qui bouchait la corne à poudre. Ce que l'on a vu qui était illustré, ce n'était pas un bouchon de bois, c'était quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, d'une part. D'autre part, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur la corne à poudre, il y a les armes royales britanniques. Donc, on peut présumer que c'est une fabrication, disons, industrielle, entre guillemets. La conception même, hein, pour assurer la sécurité, si tu vas te réchauffer près d'un feu de bois le soir quand il fait froid, bien, ta corne à poudre, peut-être mieux de ne pas être trop près. Mais il faut s'assurer qu'elle ne coule pas. Hein. Vous avez vu le bouchon qu'il y avait près de la grosse entrée? Bien, moi, j'en ai vu d'autres des fois. C'est un bouchon avec un œillet par-dessus. Mais s'il est attaché avec une ceinture, un lacet, bien, c'est évident qu'il y a un grand danger de le perdre. Donc, tout un élément de conception. Et enfin, même cette deuxième partie du choix, on peut la décomposer encore. Vous savez, un prof à la retraite, ça n'a pas tous les moyens techniques que d'autres peuvent avoir. Alors, c'est pour ça que je suis obligé de me limiter à ce schéma simplifié, là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la corne à poudre comporte aussi des dessins et des initiales, hein, qui nous permettent de savoir que c'est John Rollo qui est propriétaire de ça. Il y a une date, 1759, ce qui me surprend un petit peu, parce qu'il y a aussi une carte géographique qui montre la route de New York jusqu'à Montréal. Et ce serait plutôt 1760 qu'on aurait emprunté cette route-là. Mais peu importe. Ce que ça me démontre, c'est que l'objet, là, à la troisième dimension plus bas, là, il a été personnalisé. Hein? Celui qui en était responsable a voulu le personnaliser par son nom, par une date, par presque une opération de type militaire qui lui était confiée. Même chose pour le transport de la réserve de poudre. Hein, les attaches, les bouchons. Est-ce que si on veut transporter, si on va de Albany jusqu'à Chambly ou jusqu'à Longueuil, et puis que la corne à poudre est attachée par un lacet, bien, comment est-ce qu'elle résistera? Ou encore, elle peut être dans un sac à bandoulière avec d'autres éléments. Il y a toute une question de sécurité, d'étanchéité, de sécurité de la poudre. Et... bon, même l'autre, le tir réussi, j'ai un petit peu évoqué les aspects de chargement, de temps de chargement, mais il y a toute la question du type d'amorce lié au mode de chargement. Hein, ça peut être par la bouche du fusil, ça peut être par une petite encavure sur le côté, avec un chien, une pierre à fusil, une pièce de métal qui permet d'activer le feu et de déclencher le tir. Mais il est évident que tout ça se situe dans une chaîne technologique. Quand arriveront les armes à percussion, bien, tout ça va complètement disparaître. L'aspect suivant que j'ai voulu traiter, c'est celui du propriétaire initial. Quel est son rôle, dans quel contexte et dans quel contexte politique il agit. Donc, on a l'identité du personnage, sa mission et sa responsabilité, on le sait, c'est un fantassin, et c'est sa participation à la guerre, et tout ça nous amène au destin du propriétaire initial.
Donc, le destin du propriétaire initial, qui est essentiel pour comprendre cette corne à poudre et son temps et son lieu et son identité, bien, ça fait partie de l'identité du responsable ou du propriétaire, son âge, sa famille, sa provenance. Rappelons qu'au 18e siècle, par exemple, hein, l'aîné va hériter des biens et du château du père. Le deuxième fils, il va être soit militaire, soit curé. Mais ce sont des fonctions assez rigoureusement assignées, à tout le moins dans l'espace francophone que je connais le mieux. Et puis son engagement dans l'infanterie plutôt que dans un autre type de régiment, que ce soit la cavalerie ou les grenadiers. Et tout ça fait qu'il fait une carrière plus ou moins longue dans le cas qui est présenté. La carrière n'est pas très longue. Il décède, à ma connaissance, en Angleterre, à la connaissance qui m'est fournie par l'information du musée McCord, il décède en Angleterre en 1762. Bien, ça me pose là la question, comment ça se fait que McCord a pu acquérir cette corne à poudre-là, quand, comment, par qui? C'est à creuser. Bon, et l'autre dimension de l'activité militaire. Tout ça nous amène à la collection. Et donc, on retrouve au cœur la présence de l'objet dans le musée, le propriétaire au départ et le collectionneur qui fait qu'on le retrouve, l'objet, au cœur du musée. Mais on a le propriétaire qu'il faut décomposer. C'est le propriétaire ou c'est l'héritier? Ou c'est un héritier, ou c'est quelqu'un qui a acquis par hasard cette pièce-là. De quoi la pièce vient-elle témoigner? Hein? Elle peut témoigner d'une valeur, si toute l'information sur la corne à poudre est pertinente. Elle peut témoigner du fait que c'est un rebut. Qu'est-ce qu'on va faire avec, m'excuse là des termes, avec cette cochonnerie-là qui traîne sur nos tablettes? Là? On va se débarrasser de ça. Mais en même temps, ah ben non, ouais, mais cette cochonnerie-là, elle a une grande valeur. Bien, on va voir s'il n'y a pas des musées ou un financier qui serait intéressé à l'acquérir. Donc, ça peut être un trésor historique, ça peut être un trésor financier. Quels sont les contextes? Et donc, il y a tout l'aspect du collectionneur est traité dans ce triangle, l'acquisition elle-même et les raisons d'acquisition. Hein, c'est qu'est-ce qui a amené le collectionneur? Est-ce que ce sont des sensibilités? Est-ce que c'est sa volonté de réunir un groupe d'objets relatifs à un même événement? Et comment tout ça est intégré dans le musée? Alors, une fois dans le musée, bien aussi l'aspect muséal et peut être décomposé. Je ne l'ai pas signalé pour les autres, mais j'aurais pu. Qu'est-ce que c'est l'objet dans l'ensemble des autres objets? Qu'est-ce qu'il représente? Quelle est sa valeur symbolique? Et surtout, c'est un patrimoine. Le schéma de départ que j'avais présenté, il a aussi été présenté en archivistique. Donc, je l'avais dit, hein, façon d'être, façon d'agir, façon de paraître, le phénomène, la réalisation, la conception, et ça rejoint c'est quoi concrètement, physiquement, à quoi ça sert, et puis c'est quoi l'intention ou la finalité. Et ça, c'est juste le schéma tout à fait général. Vous avez en bas la référence. Donc, cet article-là est publié dans Archivaria le printemps 2001. C'est Archives in 3D. Il est uniquement en anglais parce que la terminologie francophone posait parfois problème. Là, il a été traduit pour l'occasion. Qu'est-ce que je conclus de tout ça? Donc, il y a une diversité de regards qui montre qu'il y a une complémentarité et une interaction véritable et importante entre l'acquisition, l'archivage, la conservation, la diffusion par la recherche et l'expérimentation dans les activités culturelles. Cette diversité de regards invite à reconstituer ce que j'ai appelé, bien sûr, le journal intime de l'objet, parce qu'il marie le savoir et les sensibilités, le matériel et les valeurs,
le réel et le symbolique, en somme, la raison et l'émotion. C'est ce qui fait la totalité de l'humain, comme c'est ce qui fait la totalité de l'objet. Et enfin, au plaisir de la découverte, caractéristique de l'entrée au musée, s'ajoute ce que j'ai appelé la passion, c'est plus juste un plaisir, c'est une passion, de la redécouverte, je dirais des secrets bien gardés des objets. Mais je vais ajouter une autre chose. C'est pourquoi aussi l'entrée au musée n'est pas un aboutissement. On l'a signalé hier, c'est une position que j'appuie, mais c'est un départ d'un nouveau dynamisme de valeurs culturelles et de valeurs éducatives. J'y reviens, notre travail qu'on en avait fait sur Dominion Corset, ça a donné lieu finalement à une exposition permanente dans les lieux maintenant affectés à d'autres usages, mais ça a gardé une dynamique de vie. Et je crois que c'est ce que ce colloque-là va donner. Je ne dis pas « j'espère », je pense que c'est ce qu'il va donner, cette concentration de regard sur un éventail d'objets variés. Je pense que c'est d'une richesse fantastique pour Montréal. C'est un ancien des Nordiques qui parle. Merci.